saisir le micro avant de commencer pour dire ma grande émotion d'être ici. Et c'est une expérience au-delà de ce que j'ai entendu. Je remercie énormément le cadre du banquet, le public extraordinaire. Et je suis transformée par ces journées. Et donc c'est une vraie rencontre. Hein. Et puis mon admiration et ma gratitude pour Valérie. Et à la fois comme celle qui nous a invités ici, celle qui m'a génialement traduite, et aussi l'écrivain qui est Valérie, et dans lequel nous partageons un trajet avec des échos, beaucoup d'échos. Beaucoup de nos livres parlent inconsciemment ou sans le savoir l'un avec l'autre, et aussi la voix féminine qui nous lie. Donc c'est un grand plaisir, un moment spécial pour moi d'être ici avec Valérie et avec vous. Je vous remercie. Merci. C'est moi qui commence ou toi ? Donc Michal va commencer par lire les premières pages de son roman Hevzekim en hébreu, traduit en français par Sur le vif. Voilà, je lui laisse la parole pour que vous entendiez la musique de son hébreu. On a entendu juste beaucoup quelques phrases de musique d'hébreu et voilà. Je prendrai le relais en français. Et puis nous lirons aussi à deux voix également un des poèmes de Michal. חומר מאוטובוס הפרברים, קיץ, אביל, אפור, אחרי הצהריים, בלוק חדש. היציאה לניו ג'רזי טרנפייק, מחלף 10, גשם דק על רעדת השמשה, הנתיב מתרומם לאוטוסטרדה. אי תנועה בין המסלולים, עשב, כמה חרציות. Et puis un peu plus tard, אבא יקר, שוב איתך, בתנועה אל העיר המרחפת במרחק. לא מסוגלת יותר לעמוד בשתיקה מאז שהשארתי אותך באדמה התכוחה בחורף בין האורנים על הכרמל. קוברת איתך את לחש הדיבור בינינו. קומחת הקרבה שנתנה לי תחושת מקום, למרות חיינו הזרוקים בדרכים. Dans le bus de banlieue, été, moite, gris, après-midi, nouveau carnet. Autoroute de New Jersey Turnpike, sortie 10. Une pluie fine sur la vitre qui vibre. La bretelle se transforme en autoroute, circulation rare, de l'herbe, quelques chrysanthèmes. C'est seulement dans le mouvement que le tremblement s'apaise. Quelque chose comme l'identité qui prend forme. Cher père, de nouveau avec toi, en route vers la ville qui flotte au loin, incapable de demeurer plus longtemps dans le silence depuis que je t'ai laissé dans la terre meuble de l'hiver, parmi les pins du Carmel, enterrant avec toi nos conversations murmurées, la niche d'intimité qui me donnait la sensation d'un lieu fixe, malgré nos vies jetées sur les routes. Écrivant vite, à toi, dans cette bulle volée, entre le coup de fil de Saïd et le retour d'Alain, tous deux n'étant que des prétextes pour masquer ce qui m'a poussé hors de la maison vers le bus, dans le désir ardent de déchirer quelque chose, 6 mois après l'accroc que les hommes de la société mortuaire m'ont infligé selon la loi juive, tandis que j'étais debout dans la boue, près de la tombe ouverte, vêtue durant les 7 jours d'affliction de la même chemise au col déchiré, sans rien sentir, emportant la séparation jusqu'à Paris, puis ici, dans l'obstination d'accomplir le projet qui avait été fixé avant tout. Sortie 12A, piste de l'aéroport, queue bleue, rouge, des appareils sur le tarmac. Un avion au feu allumé baisse d'altitude au-dessus de l'autoroute. Plongée frontale, il coupe la lumière des projecteurs sur la piste. Je me blottis au creux du bus, saisis un instant ce qui passe dehors, qui transperce le voyage,
la pupille, les battements du cœur qui se libèrent avec le mouvement. Je récolte pour toi des snapshots, papa, des instantanés, des respirations murmurées dans le fleuve des routes. Comment raconter autrement? Comment saisir les pans déchirés de notre histoire? Tunnel Lincoln. La route contourne un terrain de foot. La ligne du ciel de Manhattan s'étend une seconde de l'autre côté du fleuve. Le bus glisse vers le tunnel, est englouti par l'obscurité. Il est ballotté dans une sorte de sommeil souterrain, enduit de lumière laiteuse, du rouge des réflecteurs. Le bus grimpe sur la rampe d'accès de Port Authority, fait son entrée dans la station. Je continue à écrire, papa. Je vole un dernier instant ensemble, avant le mouvement qui claquera sur les quais obscurs de la gare routière. Je te dois une explication tardive sur mon départ, papa. La descente d'Ilana, puisque l'on descend d'Israël, qui t'a achevé. Tu n'as pas compris pourquoi je ne revenais pas dessiner mes plans sur cette terre. Moi, ta fierté, la deuxième génération des bâtisseurs. Je me dois d'essayer de t'expliquer, dans le brinque-ballement du taxi, le besoin de quitter tout ce qui t'était cher, l'amour du pays. Car les obligations professionnelles d'Alain ou les miennes, ce que tu appelais les pérégrinations d'Ilana, et même les engagements idéologiques, n'étaient que des prétextes, comme tu l'as toujours su. Alors, pourquoi cette obstination à ne pas s'assimiler, à rester un peuple qui résidera dans la solitude? Pourquoi agiter encore, à la fin de notre siècle torturé, la vieille formule « tu nous as choisis » ? Pourquoi continuer de se différencier? Car il ne nous a pas fait comme les autres nations sur terre, ni comme les autres familles, car il ne nous a pas donné la terre de la même manière et n'a pas inscrit notre destin comme celui de la multitude. Continuer à défier malgré ou à cause de la faiblesse? Pourquoi ne pas jeter cet attachement à la nation, au peuple, des notions autour desquelles flotte très vite un parfum de nationalisme et de fascisme? Pourquoi ne pas démissionner une fois pour toutes de cette différenciation qui de toute façon sera enterrée sous les lignes aériennes, les autoroutes, la course industrielle de l'Occident, en train d'envoyer ses troupes dans le désert d'Arabie? Le turnpike, du haut de la fenêtre. Un cliché de paysage gris tremble derrière la vitre. Le flanc d'un conteneur. Des plaques en acier glissent sur la file d'en face. La silhouette des cheminées à l'horizon, au-delà des marécages et de l'écran de chaleur. Des marécages ceints de haies, des souchets, des pylônes haute tension, des entrelacs de câbles. Des pelleteuses mordent un lambeau de forêt. On prépare à la construction un autre chantier marron de terre nue. Les lignes de croix en bois électriques s'éloignent dans le brouillard. Et soudain, dans le cahotement du bus, dans le silence, ta voix douce et chantante revient m'inonder, comme lorsque tu chaussais avec précaution tes lunettes, saisissais un de tes cahiers de 40 pages remplis de ton écriture serrée et me demandais timidement si tu pouvais me lire quelque chose. Ta voix était d'abord un murmure qui allait en se renforçant, m'arrachant au présent, les manifestations pro-palestiniennes pour la journée de la Terre, les actions engagées au Ternion, les projets à Paris. Oui, Ilanka, 1921, nous quittons l'Ukraine après les pogroms de Petliura. Tu chemines avec moi entre les voitures, dans les espaces de mort et de promesses de New Jersey Turnpike, toujours au-delà des frontières, aux confins du camp des chercheurs d'or. Tu m'entraînes avec tes antiques suppliques vers les lambeaux de ta voix, dirigeant avec obstination la boussole de mon cœur vers Sion. Merci Valérie pour ce collage.
bouleversant pour moi, comme ça, de ton regard, c'est toujours cette rencontre avec l'intimité de regard qui se projette en face. On va aller vers Sion justement avec la lecture du poème Qui a peur de Jérusalem? Donc quelques mots sur ce poème. C'est un poème qui est en tête de mon dernier livre de poèmes qui s'appelle Ainsi disait Jérusalem, cantiques et poèmes. Une partie écrite pendant le temps de l'intifada, dans le moment de la grande peur quotidienne des attentats, et qui nous a bouleversé la vie. On essayait de blaguer, mais c'était assez difficile pendant 2 ans, 3 ans. Et je sentais à ce moment-là une étrange identification avec cette ville blessée, déchirée, fusillée. Et ce poème-là, donc il y a d'autres poèmes qui parlent par la voix de Jérusalem. Tout d'un coup, il y avait une voix presque biblique qui m'a habité sans que je le choisisse pour écrire cette situation. Et ce poème-là, je l'avais en fait écrit sur la plage Jérusalem à Tel Aviv. Il y a une plage qui s'appelle Jérusalem, et de cette distance qui est petite mais en même temps énorme entre les deux villes comme 2 options, et d'une manière contraire, j'ai compris la passion pour Jérusalem vue de la déception amoureuse, de cette complexe passion. Je l'avais écrit j'étais prise de la nécessité de l'écrire. Il y avait sur la plage, il y a des cafés magnifiques avec, les gens à Tel Aviv n'ont pas vécu cette peur, donc la plage était pleine. Je n'avais pas de stylo. Je demandais à une serveuse, elle m'a amené son petit carnet de Coca-Cola et avec son stylo. Et c'est comme ça que le poème a été écrit. מי מפחד מירושלים? מי מפחד מירושלים? מי מתעב את ירושלים? מי מקלל אותה בליבו ובפיו? מי האומר מה לי ולעיר הדוסים, עיר המשוגעים, עיר הדם והשנאה, עיר בה הלל הזקן רודף שלום בין רסיסי זכוכית ובשר. מי שונא את ירושלים על אהבה שאהבה בסתר פעם, צל גפנים בחצרות אבן ושקיעות כחול יסמין. קשה שנאת ירושלים, שלבת יה, מים רבים לא יכבוה. Il y a juste un terme qui apparaît, Hillel, le vieux, un des sages du Talmud qui a cette fameuse, qui était celui qui poursuivait la paix et qui disait aussi, n'est-ce pas, si on lui demande qu'est-ce que c'est la Torah sur un pied, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le reste n'est que commentaire. Et le reste n'est que commentaire, et ce poème a été écrit peu de temps après un grand attentat dans un café à Jérusalem qui s'appelle Café Hillel. Et dans les correspondances qui nous unissent, c'est l'attentat qui a fait que j'ai écrit Une bouteille dans la mer de Gaza. Donc voilà, les échos sont nombreux entre Michal et moi. Et le livre dont j'ai lu des extraits tout à l'heure, Sur le vif, est un livre qui se passe durant la première guerre du Golfe, et que nous avons vécu après coup. On s'en est aperçu à quelques mètres l'une de l'autre à Jérusalem, et qui a inspiré 2 livres qui se répondaient et dialoguaient. Et donc là, la traduction de Qui a peur de Jérusalem est de Sophie Loiseau et Emmanuel Moses. Qui a peur de Jérusalem? Qui l'abhorre? Qui la maudit dans son cœur et sa bouche? Qu'ai-je à foutre de cette ville de bigots, ville de cinglés, ville de sang et de haine, ville où Hillel l'Ancien poursuit la paix, parmi les débris de verre et de chair. Qui est Jérusalem, pour l'amour qui lui a porté jadis en secret? Ombrage de vignes dans des cours de pierre et soir bleu jasmin.
Dure la haine de Jérusalem, flamme de Dieu, des trombes d'eau ne sauraient l'éteindre. Je vais vous laisser. Donc, nous avons décidé avec Valérie sur les titres. Donc, tu dis l'histoire qui nous écrit. Et je crois que c'est toute une... au bout de ces journées de banquet, je crois que vous savez déjà l'histoire avec Grand H qui nous habite, et qui est difficile à fuir. Mais je crois que je préparais des choses avant le banquet et que maintenant, après avoir connu plusieurs personnes très chères parmi vous, je sens que je parlerai pas comme quelqu'un qui vient de loin, de l'autre côté de la Méditerranée, mais comme j'espère que ce que je veux dire sera partagé comme une mission commune, comme quelque chose qui n'est pas singulier à l'un ou l'autre, mais qui est une sorte de rôle, de tâche que nous prenons sur nous. Être né dans une famille, fille unique, à 2 parents qui auraient pu être mes grands-parents, qui avaient chacun une famille avant. Mon père divorçait après avoir donc été un pionnier et avoir fondé une première famille et très actif dans le pays, et avec 2 frères qui avaient une génération plus que moi, et ma mère rescapée. Et la maison, pour une fille unique, était pleine de voix qui n'ont pas été dites ouvertement, mais il y avait une présence et il y avait une transmission qui m'a été scellée au fer, au brûlé, si on peut utiliser cette métaphore, avant même que la transmission verbale se passe. Il y a une transmission très forte qui se passe avant. Inconsciemment, qui te marque pour toujours. Première réaction à ce moment-là était d'essayer de fuir ce destin, de fuir cette lourdeur de la maison. Plus tard, j'ai compris que cette fuite n'était qu'une manière de rapprocher encore plus mes parents. Et je crois que ce que je vais dire sera plein de contradictions, parce que je crois que le chemin est très contradictoire. Et de voir ces contradictions, ça fait partie de notre chemin de la vie, d'assumer, de comprendre, d'embrasser ces contradictions. Une fuite était la littérature, l'ailleurs. Et pour cela, comme petite fille, j'ai lu, en me cachant à l'intérieur de la maison, j'ai pu lire sur le balcon de la 3e étage de cet appartement à Tel Aviv, en s'asseyant sur le balcon et en mettant ma tête en dehors du balcon pour être loin, ou encore grimper sur une échelle, sur ça s'appelle en hébreu l'entresol, le boidem, en yiddish, qui était une très fade imitation de greniers, de grands greniers nobles sur lesquels j'ai lu, qui existent dans la littérature européenne, et que pour moi, c'est là que les choses se passaient dans ces ailleurs. Donc, comment lire et fuir la maison, passer ailleurs. Fuir et accepter au même moment. À peu près à cet âge-là, il se passait, ou encore un tout petit peu plus tard, je vais nommer pour la première fois que cette fuite avait quelque chose qui était aussi fuir la réalité comme elle était là. Il faut dire que, donc, comme je vous ai déjà raconté un peu, il y avait des résonances très fortes de la tradition chassidique dans la famille, bien que j'ai été élevée dans une famille laïque, sur la surface socialiste, parmi les dirigeants du pays, mais le chant chassidique
était là. Le contre-syndic était là. Mon oncle aurait pu téléphoner mon père du Knesset, du Parlement, entre une réunion et l'autre, en lui disant « Mais Pinchas, comment était la mélodie de Moïse le boiteux dans notre shtetl ?» Alors mon père a commencé à fredonner « Ah d'accord, très bien !» Et il revient au Parlement parce que juste il avait besoin d'avoir cette mélodie dans la tête. Donc il y avait cette présence constante d'un ailleurs avec les récits de mon père, qu'après il a écrit plus tard. Pour moi, tout était mélangé, la bourgade avec les premiers jours de la vallée d'Israël, tout faisait une seule, mais il y avait un au-delà de la réalité de cet appartement au 3e étage. Et que j'étais à ce moment-là dans un désespoir, en fait. Au début, quand je voulais fuir vers la littérature, je me suis dit, peut-être la littérature sera pour moi cette arme pour fuir, peut-être je pourrais écrire un jour. Mais tous ces grands écrivains que j'admire, ils écrivent sur leur enfance. Et moi, dans cet appartement au 3e étage, dans cette grisaille, avec ces 2 parents, qu'est-ce qu'il y a à écrire là-dessus? Il n'y a rien. Tout était étanche pour moi. Et après, c'était toute une vie pour découvrir ce qu'il y avait dans cet appartement. Donc, il y avait cette incompréhension. Dans le jour de Kippour, mon père et moi, nous avons bien mangé dans la cuisine, on cachette un peu, avant d'aller à la choule tout de même. Mon père avec une toute petite talit qu'il gardait pour ça, et moi avec lui, côte à côte. D'ailleurs, dans la choule à Tel Aviv à ce moment-là, qui était une petite baraque à côté de notre d'un bâtiment neuf, tout blanc, qui était construit juste avant c'était la construction de Tel Aviv. Donc, il y avait juste une petite baraque pour la synagogue. Et là, les filles qui étaient avec moi dans la classe, tout d'un coup, leur père, qui était tout le jour un père complètement rien du tout, et ces filles aussi, n'était pas, à mes yeux, quelque chose à regarder. Tout d'un coup, leur père qui était là, le chazan, le cantor, les chantres, habillés en blanc, avec cette grande talit blanche. Je crois qu'à ce moment-là, dans cette prière à la polonaise, dans cette petite baraque, dans Shchunat Megurim, dans la boue pas encore construite derrière les bâtiments, que j'ai entendu à la fois la prière qui vient de très loin et une voix de destruction que je ne savais pas encore nommer. Mais un cri et une pleure de ce public qui était quelque chose qui, comme une petite fille, m'a complètement marqué. Probablement, la synagogue était pleine de rescapés et que je ne connaissais pas à ce moment-là le terme. Ma mère, qui restait à la maison, ne sortait pas du lit ce jour-là, mais il y avait autour du lit comme un cercle de feu. On ne pouvait pas l'approcher. Il y avait une austérité et une terreur derrière ce lit, et que je crois que peut-être c'était ma première expérience de l'au-delà, du mystère. Des années plus tard, je nommais ça, ma mère a appelé en justice le bon Dieu. C'était un tribunal. Mais ce n'était pas un tribunal dans lequel on se confesse sur ses péchés. C'est un tribunal où Dieu, tête baissée, et devant ma mère qui a fait des études de juriste dans l'université Jagiellonienne de Cracovie. Et c'était ma mère la procureure. C'est au même moment que je ne voulais pas entendre de rien du tout. Quand j'allais, pas dans la famille de mon père, là où il y avait les dirigeants du pays, et il y avait la chant, et il y avait l'archéologie, il y avait cette histoire, mais j'allais à presque le côté de Swan et le côté de Guermont, parce que c'était le deux bouts de la même presque de rue de Tel Aviv. De l'autre côté, c'était la famille de ma mère, de bribes de famille. Une belle-sœur avec une fille, un lieu cousin, un loin cousin, et toujours la maison ouverte les lundis soirs, parce qu'il n'y avait pas encore de téléphone, à tous ces gens qui venaient à la maison ouverte. Étrange, bizarre, des visages, j'en avais peur. J'en avais peur, et la peur, c'est que j'ai senti de nouveau quelque chose qui venait de l'au-delà, insaisissable, et qu'il fallait me protéger parce qu'il m'a menacé à mort. Surtout le regard très attentif de
j'étais sous ces personnes sur moi, en hochant la tête, en disant elle a bien l'air non juive, cette petite. Et c'est un compliment effrayant, parce que j'ai senti que derrière ça, il y a d'autres considérations que je ne pouvais pas nommer. C'est à ce moment-là qu'avec la vague d'immigration de Gomulka, sont arrivés quelques parents à ma tante et ils ont emmené avec eux les édredons qui étaient gardés par le voisin non juif des grands-parents, des parents de ma tante. Donc c'était Tel Aviv, c'était la chaleur accablante de l'été. Et il y avait là un tout petit minuscule appartement, dans une chambre tous ces rescapés qui m'ont fait peur, et dans l'autre chambre un énorme armoire, et puis un lit double avec un édredon qui était comme une montagne. Donc pour exprimer cette nécessité de fuir, j'avais la besoin, j'étais à ce moment une fille très révoltée et très physique. J'avais l'habitude d'escalader sur l'armoire et de me plonger, de jeter dans l'édredon pour l'écraser. Et c'était ma manière d'écraser toute cette scène, d'en fuir, d'en finir et de faire tout. Il y a des photos de la famille qui allait l'été, au lieu d'aller à Zakopane pour la villégiature, où ils étaient tous des grands bourgeois très, très aisés, donc ils allaient louer une maison de campagne pour l'été avec la cuisinière et toute la vaisselle cachère et tout. Ils sont arrivés. Donc là, habitant déjà dans des petits appartements à Tel Aviv, ils ont remplacé ça en allant à Safed. Donc il y a des photos de famille, que c'était le seul moment d'ailleurs où j'ai entendu ma mère parler polonais, parce que mon père ne venait pas avec nous pour tout le séjour. Donc tout d'un coup, j'étais dans un contexte de femmes qui parlaient polonais. Des années plus tard, seulement maintenant, j'ai compris que toutes ces femmes qui étaient assises autour de moi, une fois que j'avais la jaunisse, donc je ne pouvais pas aller avec les enfants, mais j'étais avec les mères et dans le jardin public de Safed, toutes ces femmes étaient des mères qui ont perdu un enfant. Elles parlaient en polonais entre elles, je n'ai pas compris, mais j'ai compris. Donc, étant dans cette ambiance, il y a une photo de famille, tout le monde est là, à sourire, et moi je tire la langue. C'est constamment ces gestes de vouloir enfuir. Et puis, côté de mon père, l'engagement politique, les années dans lesquelles tout ce mouvement sioniste commençait d'être mis entre guillemets, avant même les nouveaux historiens, il y avait déjà un mouvement comme ça en Israël, et mon père, qu'est-ce qu'il a à foutre avec ces années dans la vallée d'Israël, toutes ces histoires de pionniers, un peu comme Ilana dans ce roman « Comment fuir ». Et puis là, je vais partager avec vous en racontant, en avouant cette ironie de soi, de cette volonté de fuir qui m'a amené aussi à Paris et toute autre manière pour sortir de la maison, comme on est marqué par l'histoire avec un grand H, comme notre vie n'est pas individuelle tant qu'on le veut. Et je crois que le destin juif est marqué. Et une fois qu'on reste à l'intérieur de l'histoire, on est marqué. D'une certaine manière, c'est une histoire écrite à l'avance par la promesse de Dieu à Abraham, qui déjà désigne tout l'intrigue. Et on est dans une narrative qui a un début, n'a pas encore atteint sa fin, contrairement à l'arrivée du Messie chrétien, et on est dans cette marche dans cette histoire, et tant qu'on ne sort pas, on est à l'intérieur de cette histoire. Et notre destin privé est marqué. Alors, diaspora, sionistes ont pensé qu'on peut en finir avec ça en créant l'État d'Israël et en créant un lieu pour le peuple sur la terre. Ça va sauver les Juifs de ce destin. Eh bien, on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas. Que l'État d'Israël remplace le ghetto dans ce sens aujourd'hui et on porte l'étoile bleue au lieu de porter l'étoile jaune. On est marqué, si on le veut ou si on ne le veut pas.
Et puis, l'histoire du dernier siècle nous montre que même d'enfuir, c'est difficile, parce que même les Juifs convertis après une génération ou deux étaient encore, par le regard des autres, par le regard des nazis, ils étaient encore Juifs, même s'ils étaient déjà complètement passés tout le signe et tout pour être, pour changer leur identité. C'est comme si quelque chose te colle, que tu peux, parce que l'autre voit cette robe de feu, si vous voulez, qui est collé à toi et tu ne peux pas enfuir et on te pousse de nouveau dans les camps, dans les barbelés, chez cette communauté. Comme enfant, comme jeune fille, je ne voulais pas ça, je voulais fuir, je voulais vivre d'une manière individuelle, je voulais vivre ma vie comme personne et pas traîner avec moi ce destin collectif qui était étouffant. La question, c'est est-ce qu'on peut fuir? Est-ce qu'il faut assumer? Et s'il faut assumer, est-ce que c'est passif? Ou est-ce qu'on peut en faire un geste transformatif? Est-ce qu'on peut en être là avec une manière de rôle peut-être, ou une miette? Valérie a proposé ce matin qu'elle a vu une fourmi avec une miette sur son dos. Est-ce qu'on peut porter une miette pour changer quelque chose? Je crois que pour comprendre cette manière à la fois comme écrivain, est-ce que j'écris sur l'individu ou est-ce que je fais un zoom out? Je montre l'individu dans cette grande histoire. Je crois que j'avais un maître, entre guillemets, magnifique pour ça, et c'est Anton Tchekhov, et dans mon travail de mettre en scène de théâtre. Et à tel point, combien de fois j'ai passé la Cérisée, par exemple, le deuxième acte de la Cérisée, ou tout la Cérisée, tout le théâtre de Tchekhov, dans lesquels on voit ces personnages qui vivent leur vie pleinement, mais qui planent autour d'eux l'air du temps, qui jouent en eux comme s'ils étaient des pions qui bougent sur l'échiquier sans qu'ils le savent. Et c'est ce souffle qui passe chez Tchekhov. Plus tard, quand j'ai fait la mise en scène de Beckett, en particulier une adaptation de son roman Mercier Camier, qui était écrit juste avant En entendant Godot, la scène qui montrait cette errance constante de Mercier Camier, qu'eux, au lieu de Gogo et Didi qui attendent, c'est eux qui errent. Donc cette piste, ou cette étendue En attendant Godot, et ce destin à Roussillon, ici pas loin de ces deux qui se rappellent comment ils étaient, ces deux rescapés, ces deux clochards, etc. Ou une autre image de mon travail théâtral, j'étais, après avoir écrit une nouvelle qui s'appelle La Promenade, qui parlait de un groupe de rescapés, je tombais sur la pièce de Jean-Claude Grambert, L'Atelier, et que je rencontrais. Il est venu à la première dans le théâtre Abima, et j'ai vu la mise en scène à Paris qui occupait, donc cet atelier qui occupait toute la scène, et moi, avec le scénographe, j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est à la fois cette bulle de vie qui est cet atelier avec ces personnages, mais aussi cet océan de l'histoire dans lequel leurs coquilles de noix, leurs petites baraques flottaient sur ces vagues sombres de l'histoire. Donc on avait construit sur scène cette image d'un énorme drapé, d'un énorme drap peint en gris vert au fond de la scène, et dans lequel il y avait comme une sorte de miniature, un mur de l'atelier avec ces petites couturières qui sont là à bavarder. Mais la lumière montrait constamment cet autre contexte dans lequel elles sont et qui pénètre leur vie. Donc comment faire face à ces étendues qui sont autour, comment les rédiger, comment les dire,
Est-ce que assumer, c'est accepter ce qui est là ou non? Et j'ai compris que le silence qui était à la maison était un silence partagé. Et je suis d'ailleurs en train de terminer d'écrire un livre qui m'a pris très longtemps à élaborer et dans lequel l'écriture m'a beaucoup marqué moi-même, dans lequel j'essaie de comprendre des choses ou des signes qui étaient là dans mon enfance et que je n'ai pas pu entendre au début. Et toujours ce lien entre la littérature, l'au-delà et la réalité. Donc, il y avait la lecture de Edgar Allan Poe à l'âge de 14 ans, qui m'a bouleversée. D'habitude, je lisais, et puis à un certain moment, ma mère de la chambre à coucher de mes parents avait ce cri, mais Michali, attends, ça l'appelait Michali, éteigne la lumière. Bon, pour ces circonstances, j'avais toujours la torche, et que j'ai allumé, et que j'ai continué à lire sous la couverture. Vous voyez déjà que j'étais un enfant très rebelle. Donc, c'est comme ça que j'ai terminé à lire La chute de la maison des Usher, d'Edgar Allan Poe, dans lequel l'image finale, c'est les rôles, les narrateurs qui fuient cette château maudite, qui se brise en deux. On voit la lune qui apparaît et il s'enfuit. Et quand j'ai terminé à lire, j'ai entendu des cris. Je dis, tiens, quelqu'un est mort chez les voisins et ils sont en train de lamenter. Ce qui est à Safed, l'été d'avant, on est tombé sur une défilé mortuaire et des yéménites, des juifs yéménites. Et eux, ils ont des rites de crier, orientales, de crier. Il y a même les pleureuses professionnelles avec ces cris qui sont surhumains, qui m'ont complètement bouleversée. Peut-être c'est ça qui m'avait influencé pour penser, voilà. Donc je marche dans l'appartement à travers le corridor et la cuisine et le petit balcon qui est derrière la chambre de mes parents pour regarder la cour, la grande cour qui était complètement sombre, aucun bruit. Donc ils ont arrêté leurs lamentations. Je suis retournée à ma chambre et à ce moment-là, j'avais les hybris de jeunes personnes qui se pensent déjà que je vais devenir écrivain. J'ai dit, c'est très intéressant. C'était au moment qu'il y avait une grande exposition sur le surréalisme à Tel Aviv. Je suis allée voir le surréalisme, j'étais influencée. J'ai dit, tiens, en lisant Edgar Allan Poe, j'avais des hallucinations. C'est bien, ça montre que j'ai une sensibilité littéraire. Et des longues années, j'ai toujours raconté cette preuve biologique que j'ai ces hallucinations à la lecture comme une preuve de ma vocation. Ben, ça m'a choisi, je ne peux pas faire autrement. Voilà, voilà. Il fallait que ce soit 15 ans après la mort de ma mère que je me rende à la vallée d'Israël où il y avait des parents de la famille. C'était au moment d'un autre enterrement et mes petits cousins me disent mais écoute, on avait toujours du mal à venir dormir chez vous à Tel Aviv parce que ta mère criait. Je dis, c'est pas vrai, vous collez sur elle des récits que vous avez lus sur des rescapés. Moi, quand vous êtes venus, moi, j'ai dormi juste à côté et j'entendais bien mon père qui ronflait et j'allais lui secouer les pieds en lui disant, papa, arrête, je ne peux pas dormir. Donc, bon. Puis, cet appartement à Tel Aviv qui était loué depuis la mort de mes parents s'est libéré et je suis venue dans cet appartement vide pour écrire. Une expérience inouïe. Et il n'y avait pas de meubles, rien du tout, mais il y avait les mêmes taches de mica sur le sol, dans la toilette là, que j'ai regardée en forme d'éléphant, etc. Donc des détails et le mur parlait.
Et un soir, je suis sortie dîner avec un ami d'Anvers qui m'a raconté qu'une fois dans sa vie, il attendait son père qui crie. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas des hallucinations à la lecture d'Edgar Allan Poe, que j'ai entendu ma mère qui crie. Je suis allée vers le balcon de la cuisine qui était à côté de son lit. Donc elle a dû se réveiller de ça, ou de cette terre, et que ça m'a pris toute une vie pour écouter ce que j'ai estompé dans mes oreilles en tant que fille. Donc le rejet était un rejet de refoulement sur le champ, au moment même de la réception. Mais au même moment, c'était une autre lecture. C'était la lecture de Bialik, qui était mentionnée ici, de son texte en prose autobiographique qui s'appelle Saphir, l'annexe, si j'essaye de traduire, Valérie va me corriger. En tout cas, ça commence par un morceau qui peut-être est très influencé peut-être par Baudelaire, de synesthésie, de mémoire d'enfance, vraiment de correspondance de sens. Mais ça se termine par un parabole, comment il est sur le chemin de la vie, qui est plein de poussière, avec des gens qui rentrent de la foire et qui battent leurs chevaux et qui crient, et qui lui est traîné avec ce chariot, avec toute cette foule. Et du côté, il voit, entre le roseau, il voit un personnage qui regarde petite rivière, peut-être comme la rivière ici. Mais les gens et la foule l'attire, mais de nouveau, il le voit. Et puis tout d'un coup, il comprend que cette personne, c'est lui. Cette mystérieuse personne, c'est lui, et qu'il regarde la rivière. Mais après, il est traîné et il est réveillé de ce rêve et il dit qu'il ne le verra jamais, cette personne. Je crois que ce texte de Bialik, et que plus tard j'ai compris à tel point Bialik était imbu de textes mystiques juifs, était pour moi, avec l'expérience de ma mère qui n'avait pas de mots, c'était de là m'ont montré qu'il y a un autre au-delà où fuir. Et cet au-delà peut-être anime justement cette narrative suffocante, mais il y a un au-delà. Et cet au-delà est quelque chose de la spiritualité, de la métaphysique ou de la mystique juive. Donc, dans tout cela, je commençais à écrire. Écrire, dans ce sens-là, devenait une manière de vivre, une manière d'exprimer les non-dits aussi de cette toile de fond, livre après livre. Et de là commençait ce moment d'assumer. Et ça s'est passé d'une certaine manière dans cette pause d'études à Paris où j'ai commencé, comme je vous ai dit ce matin, pour écrire sur le théâtre métaphysique, mais j'ai terminé à écrire une thèse sur la cérémonie chassidique et à étudier les écrits de Rabbi Nachman de Bratslav et à fonder cette troupe à Paris comme réponse à la guerre de Kippour. Comme une réponse spirituelle, en choisissant cette voie de sionisme qui était aussi un renouveau spirituel, qui a essayé d'une certaine manière de lier ce qu'était le passé avec ce qui est le présent. Ce hiatus entre le monde des écrits, de grands classiques, comme on connaît dans la collection Verdier, et la culture de l'émancipation qui voulait être à tout prix européenne, ce hiatus tout d'un coup m'a semblé mutilant, quelque chose qui nous laisse son langage, qui nous laisse son passé, son ombre, et commencer ce grand trajet vers cette immensité de transmission, immensité de la tradition de la littérature hébraïque avec toutes ces générations, et pas seulement de la Bible qui était choisie par le sionisme comme quelque chose qui était écrit sur terre, mais tout le chapitre autour comme une continuité, assumer aussi la diaspora, assumer la destruction, assumer le retour comme faisant partie de cette sagesse et assumant cette sagesse et comment l'amener dans la réalité. C'était pour moi
un trajet à la fois poétique et thématique, existentiel. Venant à Paris, j'ai rencontré la troupe de Peter Brook, qui était à ce moment-là, travaillait sur le voyage des oiseaux, qui les a pris 15 ans de travailler là-dessus, sur le texte mystique d'Antar, soufique. Alors, je dis voilà, ils vont jusqu'à l'Iran, la Perse antique, bon, je peux m'arrêter en Israël, et tout d'un coup découvrir ces racines, donc ces chants de mon père avec mon oncle, tout d'un coup, c'est devenu quelque chose qui m'avait nourri. Je ne peux pas faire tout le trajet, mais en disant que travail théâtral après l'autre, à côté de faire des mises en scène de Beckett avec des plus grands acteurs en Israël, de Grambert, de Mrozek, etc., et de Tchekhov, je commençais toute une expérimentation de théâtre juif, prendre des formes rituels juifs et dire peut-être il y a là quelque chose de tout à fait unique qui peut nous nourrir. Qu'est-ce que c'est cette transmission? Quelle est la forme profonde de cette transmission? Quel est le rôle de la personne dans la prière juive? Qu'est-ce que c'est la prière juive? Comme des questions les plus avant-garde possibles, pas les questions poussiéreuses, mais des questions de l'avant-garde. Deuxième roman, en fait, osé écrire en forme de prière, j'appelais Hachem, le nom commence par la prière, toute en transformation d'une fille donc, qui va vers la tchouva, mais qui trouve là des failles de la face de Dieu. Une tchouva qui n'amène pas une certitude, mais qui l'amène à oser, à prononcer des paroles qui étaient écrites ici par les kabbalistes. Par exemple, Isaac l'Aveugle, un kabbaliste qui habitait dans la région de Catalane, qui écrivait au Moyen-Âge, au moment de croisée, sur Dieu le mutilé, Dieu l'invalide, avec une invalidité sexuelle, le Dieu blessé, en exigeant et en prenant plus en plus sur l'homme le rôle de sauver Dieu, et pas Dieu qui sauve l'homme. Toute cette voix qui est sous-jacente dans la mystique juive et qui n'est pas du tout présente aujourd'hui dans la religiosité israélienne ou orthodoxe. De nouveau, peut-être par l'urgence de répondre par une piété à une destruction telle qu'il n'a pas de mots. Il faut aller chercher des écrits du Rav Klonimus Shapira de Piaseczna qui étaient dits, de ces sermons qui étaient dits au ghetto de Varsovie jusqu'à 1943 et qui étaient après cachés dans de tonneaux de lait en métal sous la terre et qui étaient déterrés au début des années 50, dans lesquels il ose prendre des paroles du Zohar, donc écrit à Gérone, pas loin d'ici, dans lesquelles le mal apparaît. Je vous ai parlé hier des ombres qui sont dans les œuvres de Appelfeld sur lesquelles je me sens très proche. Oser dire que le monde n'est pas parfait, ni le monde, ni Dieu. Mais en même temps et au même souffle, de ne pas sombrer dans un pessimisme, bien que mon héroïne commence par la volonté de se sacrifier au Dieu, le roman commence par un saut en avant qu'elle va se sacrifier comme la bien-aimée de Dieu, ça veut dire se donner fin à sa vie quand elle termine ce journal, et comment a tissé tout un toile pour l'arc de la Torah, qu'elle va s'envelopper comme si elle-même elle était une sorte de geste féminine et mystique. Mais en même temps, donc, ne pas céder à ça, mais rappeler avec une dispute face à face avec la figure de Dieu, comme si c'était un bien-aimé avec lequel on dispute. Parce que le roman commence d'abord par une soumission, et puis il y a une révolte violente, et par la voix féminine, pour dire nous avons un rôle, et une partie de ce rôle, c'est le monde n'est pas parfait, Dieu n'est pas parfait, mais ça nous oblige, ça nous appelle. Et je parlais de la voix des femmes. Je crois que dans cela est une partie de cette tupée, si vous voulez,
ou peut-être cette liberté en même temps de faire une démarche pareille était parce que j'étais une femme. Et je suppose que vous connaissez, mais qu'il n'y a pas de grands textes classiques du judaïsme écrits par des femmes. On n'a pas de Teresa d'Avila. Elle a dû, on parle maintenant de ses origines juives, donc elle devait devenir marane ou chrétienne pour pouvoir écrire ses écrits. Il n'y avait pas de place pour les femmes mystiques juives. Il y a quelques anecdotes de quelque chose qui était écrit ici et là, mais c'est de l'ordre de l'anecdote. Il y a la représentation de la voix féminine avec une profondeur énorme, en comprenant aussi la sexualité, l'érotisme féminin, mais écrit toujours par des hommes qui étaient attentifs à cette dimension féminine de la tradition. Mais débarquer d'emblée dans la langue hébraïque comme une femme et avec une sensibilité corporelle et existentielle féminine pour puiser dans ces sources, ces voix que j'appelais les voix muets ou les voix qui étaient estompées, et de les retentir en tant que femme aujourd'hui, commençons par la prière, par l'érotisme de la prière, comme dans la prière, au début de Hachem, il dit « Hachem, mon Dieu, et le Dieu de mes pères, que la volonté te précède, que ma prière vienne devant toi, et que tu attends celle de chaque bouche, puisses-tu vouloir de moi ?» Comme un homme dit ça, c'est une métaphore. Comme une femme dit ça, ça sort toute la dimension presque indienne, je dirais. Je n'ai pas mis cette tunique en pensant à ces dimensions, mais quand je visitais l'Inde et que je visitais le temple de Khajuraho, j'ai vu toutes ces scènes d'accouplement qui montrent la religion hindoue, je dis, mais c'est la Kabbale. On est constamment dans l'accouplement, dans le zivug. C'est l'image de la réparation du monde. C'est le moment de l'éros entre l'élément féminin et l'élément masculin. C'est ça le monde. C'est une dimension qui était complètement mise à côté par le monde yeshivatique, par le monde orthodoxe, et oubliée par le monde sioniste qui a oublié toute la religion, y compris l'éros. Donc, débarquer comme une femme c'était une jubilation et un sentiment aussi d'acte révolutionnaire à l'intérieur. D'ailleurs, le livre, en sortant en 1995, a suscité des réactions très fortes à la fois par les orthodoxes et par les laïcs. Les laïcs étaient très insultés, qui débarquent dans des collections littéraires, tout d'un coup un livre religieux, tandis qu'on croyait que la littérature va nous protéger de toute cette contamination religieuse, et tout d'un coup on nous trahit. Il y a un livre qui commence par une prière, et les orthodoxes étaient très choqués. Donc c'est des années plus tard que j'ai des lecteurs, surtout des hommes, qui viennent me chuchoter comment la lecture cachée de ce livre a changé leur vie. Vraiment des années plus tard. Donc ça, c'était une démarche. Et puis après, donc, Jérusalem. Jérusalem, que Valérie nous a lu le début, donc tous ces romans qui se passent sur le vif, Evzekim, qui est le départ, la trahison et la fidélité par la trahison, que parfois il faut trahir pour être le plus fidèle. Il faut rompre les structures qui sont sur place pour rechoisir, pour revenir, pour avancer sur une autre forme. Donc cette Ilana Tsuriel, la gauchiste, antisioniste, pro-palestinienne, etc., vient à Paris, et c'est à Paris qu'elle trouve une certaine identité juive, et puis on lui commande un monument pour la paix pour Jérusalem. Ce monument pour la paix, qu'elle appelle anti-monument, est inspiré de nouveau par des structures profondément juives qui montrent une autre possibilité, qui est la possibilité binaire, nous ou les autres, terre ou pas terre. La notion de la cabane, la notion de la jachère sont tous ce que moi j'appelle des dimensions féminines du judaïsme. Ce sont des moments de lâche-prise, comme le Shabbat. C'est le moment où le geste est ouvert et on laisse passer, on laisse venir, on laisse être pénétré. Jérusalem, j'ai entendu que
tu avais eu cette leçon l'autre jour à Paris. Jérusalem n'appartient à personne, selon le Talmud, elle est en dehors de toute tribu. On ne peut pas acheter de terre dedans, on ne peut pas la posséder. Il y a le désir de Jérusalem. Et en écrivant ce livre, j'ai bien lu Chateaubriand, Flaubert, Mark Twain, des années, les croisés, si vous voulez. Cette Jérusalem imaginaire, fantastique, qui nous habite jusqu'à aujourd'hui, qu'on veut conquérir. Et la tragédie de trois religions monothéistes, qui commencent par leur nom, monothéiste, chacun avec son seul Dieu et ses seules possessions dans lesquelles les autres sont des rivales. Donc c'est la quête amoureuse à conquérir et à posséder. Et ce n'est pas par hasard que ce sont des termes de couple. Et la femme, dedans, Jérusalem, est-ce qu'elle est soumise à tout ça? En venant comme femme à habiter cette sorte de Jérusalem, par une héroïne, par exemple, Ilana, qui est à la fois mère de 3 amants, un mari avec 2 amants, et elle a toujours des amants autour, mère des enfants. D'habitude, ce sont 2 mythes incompatibles. On ne peut pas être à la fois une mère et une bien-aimée, une amante. Ce sont 2 mythes qui ne se concordent pas dans notre imaginaire. Donc c'est un court-circuit. Comment court-circuiter le mythe? Parce que je crois que le travail, en moi en tant qu'écrivain, mais au-delà de ça, je crois que nous sommes habités par ces structures narratives. J'ai commencé par le fait que le peuple être juif, c'est être dans un narratif. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, et dans les médias, le média d'aujourd'hui encore plus, parce qu'on est dans la culture populaire, on est dans des mythes et des structures narratives qui existent avant même la parole. Et c'est la dictature de structures de pensée qui nous cloisonne, y compris les stéréotypes, y compris les préjugements, y compris les récits qui nous arrangeons la réalité pour entrer dans ces récits déjà près d'avance. Donc je crois qu'un des rôles de l'écrivain aujourd'hui, c'est de secouer, de bafouer, de montrer qu'il y a une sortie de cet esclavage de structures déjà dites d'avance, qui est le blasphème de ces formes. C'est un blasphème qui est un blasphème libérateur. Donc pour Jérusalem, comment proposer un autre mythe? Comment construire à Jérusalem un anti-monument qui sera la cabane, qui sera cette structure qui, par définition, est temporaire, contrairement à Heidegger et son rêve, par exemple, de l'au-delà qui serait dans la hutte, dans la forêt noire, ou l'autochtonie, ça veut dire que le lien avec la terre, c'est un lien sacré. Comment penser qu'un lien avec la terre est sacré seulement une fois qu'on lâche ces liens? Qu'on arrive à lâcher les liens, c'est là que les liens deviennent sacrés. Quand on sait qu'on est sur une terre toujours par condition d'un comportement éthique. Et si on ne suit pas cette condition éthique, on sera chassé de cette terre. C'est jamais acquis d'avance. C'est toujours mis en question. Chaque 7e année, on ouvre tous les cloisons, on laisse tout entrer, jusqu'à la bête, les bêtes du champ, à manger ta récolte. Imaginez un agriculteur, et vous connaissez des choses ici dans cette région, qui chaque 7e année doit laisser tout, ne pas travailler et laisser ça. Pensez à chaque 7e année ou à chaque 50e année, cette jachère, que tous les biens et tous les prêts disparaissent. Pensez à notre monde capitaliste, dans lequel les banques internationales vont chaque 50e année lâcher toutes ces dettes du 3e monde, par exemple, où on sera. Il y a une dimension utopique, révolutionnaire dans ces transmissions que nous sommes encore loin d'entendre, en pensant qu'on invente tout. Donc tout cela, comment ramener ça à Jérusalem?
le lieu que nous savons bien est un des lieux, comme Jacques Derrida disait toujours, c'est sous les yeux de tout le monde. Et c'est l'endroit de la convoitise de tout le monde. Une convoitise qui commence par la convoitise de Dieu. Selon la Bible, c'est le lieu le premier séducteur. Et l'exemple de chacune de ces traditions monothéistes, à être le seul, avec la jalousie extrême, pourrait-on rendre Jérusalem le symbole de ces liens entre les trois religions, pas Abraham, le père, pas dire que ce sont trois religions abrahamiques, et la querelle des frères, nous savons à tel point elle est sanguine. Est-ce qu'on peut dire que ces trois religions ont en commun une mère, ville-mère, Jérusalem? Et je crois que c'est le seul endroit, c'est le seul cas dont des hommes ne se tuent pas les uns les autres et qui acceptent que l'autre aime la même femme, qui n'est pas votre femme, mais qui est votre mère. Donc entre frères, on ne se tue pas pour l'amour de la mère. Donc est-ce qu'on pourra arriver une fois à cette transformation de l'amour, de la passion pour Jérusalem à une compassion d'une mère? Et cette image qui est tellement prépondérante dans la Bible de la femme de Rachel qui ouvre ses bras pour recevoir le monde entier. Est-ce qu'on pourra le faire? Est-ce qu'on pourra faire cette jachère? L'éros féminin, l'écriture, l'hébreu, amour sur le rivage, une jeune fille qui découvre dans son corps, avant même de savoir nommer le désir, la force de séduire deux hommes à la fois, et qu'instinctivement elle sait déjà mettre l'un contre l'autre, mais en même temps faire ces zoom out sur tous ces personnages qui sont autour et comment en fait il pense qu'il vit une histoire d'amour dans un été, dans une boîte sur la plage de Ashkelon, un site archéologique du temps d'Abraham d'ailleurs, avec toute l'histoire de la Méditerranée, les conquêtes et les destructions l'un sur l'autre dans ce site, et les grandes vagues du XXe siècle qui s'ouvrent comme des rondes d'eau autour de trois personnes qui se rencontrent et qui se montrent dedans de nouveau, comme chez Tchekhov ou comme chez Gramberg, dans cette mise en scène, cette grande fond dans laquelle nos vies passent. Pour terminer, je vais simplement dire que ce sentiment, j'ai parlé avec Benoît tout à l'heure et j'ai évoqué une des contes chassidiques que j'ai appris chez Buber dans Gog et Magog et dans ses contes chassidiques. Ce sentiment d'évocation, mais qui comme vous avez compris déjà, est une forme profondément juive de se définir dans le monde et qui m'a frappé dans cette chambre des bonnes. Quand j'étais vraiment rien du tout, proche de la poussière, j'ai lu cette nouvelle sur Rabbi Bounem Pshisra Rabbi Simcha Bounem de Pshisra, qui était un des maîtres, le maître de Saint-Juif de Pshisra, qui apparaît dans le roman de Buber, proche de toute une dynastie chassidique qui commence. Ce sont donc des dynasties mystiques, qui étaient aussi marchand, donc il connaissait un peu la culture européenne, il était en même temps, il connaissait la culture européenne. Il disait, Simcha Bounem, quand je serai au ciel, quand je viendrai au ciel, on ne va pas me demander pourquoi tu n'étais pas Moïse le prophète. On va me demander pourquoi n'étais-tu pas Simcha Bounem de Pshisra. Et lire cela, cette chose qu'on a en nous, cette vocation qu'on a en nous me pousse jusqu'à dire travail parallèlement à l'écriture de ces livres sur le silence de ma mère qui a, en arrivant en Israël, est allée enlever les numéros de son bras par une opération plastique. Donc il n'y avait pas le numéro, il y avait la force de la vie, un choix profond de vie. Et je t'ai senti dernièrement, ces dernières années, responsable à transmettre cela, comme j'ai un peu évoqué ça dans la rencontre avec Valérie sur Appelfeld.
Et en connaissant la plaie qui était chez moi, dans la famille, cette manière que la plaie, à la fois de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de déracinement de tout ce peuple qui se ramasse de nouveau, la plaie de la guerre qui continue, la plaie de la honte, du fait que nous sommes sans frontières, qu'à côté de nous, il y a un autre peuple qui n'a pas encore sa dignité, la plaie qui est une dimension de l'existence d'Israël. Et en même temps, ce processus constant est plein de vie et de vivacité et énergie extraordinaire de cicatriser. Et comment faire partie à la fois de ce processus de cicatrisation sans que ça devienne une croûte qui est un refoulement et un mutisme. J'ai senti que je pourrais peut-être ramasser autour de moi des personnes pour réfléchir sur la transmission de la mémoire de la Shoah. Transmission de la mémoire parce que nous n'avons pas de mémoire. Ceux qui n'étaient pas là n'ont pas de mémoire. C'est la mémoire transmise, reconstruite comme une fiction, par des témoignages, par des images, par des films. Donc j'ai appelé ce groupe de recherche « Transmission de mémoire et fiction », un nom un peu provocateur. Nous avons eu le droit d'intervention et de collaboration avec Shaul Friedlander, qui est venu nous parler, d'Aaron Appelfeld, de la première génération, et puis des gens de toutes parts, y compris la conservatrice en chef de Yad Vashem, un neurologue, la plus grande psychanalyste, peut-être vous connaissez Yolanda Gempel, qui a écrit « Les parents qui m'habitent » en français, qui parle de la transmission vers la 3e génération. Et après 3 ans de travail dans lesquels chacun des participants, même les plus professionnels, ont compris à tel point ils n'ont pas regardé leurs propres ténèbres. Il fallait cette psychanalyste, spécialiste de la transmission de la Shoah à la 3e génération, il fallait à elle, à Yolanda, qu'on ait une rencontre à Jérusalem, dans l'Institut Van Leer, où chacun devait amener quelque chose pour qu'elle ouvre pour la première fois de sa vie les lettres transmises par sa mère avant sa mort, les lettres qu'elle a reçues à Buenos Aires de sa mère de camp de famille qui était passée de Theresienstadt à Auschwitz. Donc la veille de notre rencontre, elle amenait ça. Ou Eli Vakil, le neuropsychologue, chef de recherche de la mémoire de l'université de Bar-Ilan, qui est de Libye, qui est de Tunisie, qui tout d'un coup a compris, grâce à ce groupe, il y a un spécialiste des soldats qui vient c'est toujours des gens qui étaient atteints au cerveau et au crâne qu'il traite, l'oubli, qui ne regardait pas lui-même, et qui ne regardait pas en fait que sa grand-mère était tuée pendant le bombardement des Alliés qui arrivait en Tunisie, parce qu'il y avait un enfant arabe dans la rue, et ils étaient cachés, elle l'a vu blessé, elle a dit « je vais aller le sauver », tout le monde lui dit « mais ne sors pas », elle est sortie, et elle était tuée. Sa mère est restée orpheline à 12 ans, on l'a mariée à son père, et peu après, elle a quitté la famille, donc il a gardé avec son père, elle a dit tout d'un coup, je comprends que toute ma biographie, il y a ça, quelque chose que j'ai dit qui ne m'appartient pas, parce que moi je suis de Tunisie, je ne suis pas de la Pologne, qu'est-ce que ça me concerne cette histoire, je suis spécialiste de neuropsychologie, etc. Donc pour vous montrer à quel point il y a dans le souterrain de chaque Israélien un récit extraordinaire. Donc est-ce que comme écrivain, est-ce que je reste au geste que j'écris, où je parle, je partage comme avec vous, et chacun entend à travers ça sa propre vie, où je fais encore un geste vers le public. Donc on a formé une autre équipe avec laquelle on a écrit un texte qui est comme la Haggadah du Seder et qui est fait par une trentaine de personnes dans lesquelles, et que j'ai exposé ça déjà à des centaines de personnes ces 2 dernières années qui sont des années des essais. Et vous ne pouvez pas imaginer l'émotion quand la langue se libère chez les gens. Je pense toujours à cette pièce de Beckett, pas moi,
et dans lesquels la femme qui a perdu la parole parle tout d'un coup et la parole sort. Les gens qui parlent de leur communauté, de l'Est ou de l'Ouest, de l'Afrique du Nord comme de l'Allemagne, parce qu'il y a la place à tous, qui parlent, qui disent des noms, et puis des récits qui apparaissent sur le juste des nations comme une famille de responsabilité, une famille de résistance, si vous voulez, une famille qui assume la grande histoire, mais en posant à cette histoire d'autres règles qui ne sont pas simplement marquées d'une manière passive et ballottées par les temps, mais qu'il y a une transmission qui arrive de très loin, qui est transformée par nous, qui est renouvelée par nous, et qui nous permet peut-être de rester dans un certain espoir, puisqu'on est dans l'acte, par la parole, par le geste, et qui n'est pas un acte simplement idéologique, mais qui travaille sur la conscience, sur le mythe, sur la transformation de nos manières de penser, et qui est toujours anarchique d'une certaine manière, qui s'enfuit dans de grands stéréotypes et de grandes définitions, et qui nous laisse peut-être un espoir. Donc, pour terminer, je peux dire que je suis venue ici en sachant qu'il y a une grande tradition qui passe par là, ma famille qui est passée il y a des 1000 ans par ici, pour arriver de Portugal jusqu'à la neige de l'Ukraine. Le poète Yehuda Halevi qui disait « Mon cœur est à l'est et je suis au fin fond de l'ouest », en pensant à ici, en regardant l'autre bout de la Méditerranée, mais en même temps nous lie cette nostalgie, cette mémoire, ces couches de transmission et d'évocation qui nous ont été transmis, pas pour qu'on soit fidèles, mais qu'on les trahisse, pour les retrouver, pour être fidèles par la trahison et pour une invention qui est ouverte. Et je veux terminer par remercier vraiment le public et toute l'équipe et tout le travail qui a été fait par Verdier des années, qui m'a encouragé dans cette démarche, qui en Israël est devenue maintenant, je ne suis plus seule. C'est extraordinaire de voir toute une révolution culturelle, peut-être en germe, mais je regarde le bon côté, mais qui est énorme, qui embrasse le pays et qui me donne de l'espoir qu'on pourra un jour trouver une manière de parler entre nous, parce qu'il y a le schisme, entre nous, religieux, non-religieux, séfarades, ashkénazes, venant de tout, entre nous, palestiniens, israéliens, entre nous, européens, juifs, musulmans. C'est notre mission. Et ce sera fait par les mots, dans toutes les langues, aussi les lettres carrées.